Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Calardi Dubois. Je suis doyen de l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, non cédé par voie de traité, et saluer celles et ceux qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés, ici et partout dans le monde. Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Monsieur le directeur national de santé publique, Mesdames, Messieurs, les PDG, directrices, directeurs des institutions partenaires, Mesdames, Messieurs, les doyennes et doyens, distingués panélistes, distingués invités, chers collègues. Bienvenue à ce lancement du pôle de santé publique placé sous le signe du leadership, le leadership de la santé publique. La santé, c'est probablement ce qu'on a de plus cher, une aspiration universelle, une condition essentielle pour tout ce que nous voulons faire. Et en ces temps de polarisation extrême, la santé reste une puissante force unificatrice, sans doute plus que toute autre chose. Notre métier en santé publique, c'est justement de créer des conditions qui génèrent la santé. Nous sommes aujourd'hui à un moment où notre leadership dans l'exercice de ce métier est plus important que jamais, parce que nous devons composer avec des crises multiples qui menacent la santé des populations. Nous avons survécu à une crise sanitaire qui aura profondément bouleversé nos vies, mais nous sommes face à tant d'autres menaces existentielles qui constituent des dangers encore plus grands pour notre humanité et pour la santé des communautés. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'une période troublée, avec des turbulences fortes, sociales, économiques, politiques, géopolitiques, culturelles, qui assombrissent notre perspective de monde en santé. Nous sommes donc interpellés comme acteurs de la santé, comme acteurs de la santé publique. Si la récente crise sanitaire a mis les projecteurs sur notre domaine, nous faisant sortir de l'ombre, elle a aussi révélé les failles de nos systèmes de santé publique, nous mettant face à l'impératif de réaliser des transformations profondes pour être en mesure de relever les défis immédiats et futurs. Les turbulences du moment, les menaces actuelles ouvrent une fenêtre de transformation. Il nous appartient à toutes et à tous de nous montrer à la hauteur de la situation pour saisir cette occasion de transformation et faire preuve du leadership qu'exige le moment. Nous aimons célébrer ces leaders héroïques ou messianiques qui, par leur personnalité, leur passion, leurs qualités intrinsèques, arrivent à accomplir de grandes choses et à nous inspirer. Mais le leadership, c'est aussi la mobilisation du plus grand nombre de personnes dans la poursuite d'une mission commune, dans la poursuite d'objectifs communs. Le leadership, c'est aussi créer les conditions pour que les membres de nos communautés accomplissent collectivement des choses extraordinaires. C'est le sens de la création de ce pôle de santé publique. C'est une idée qui mûrit depuis une vingtaine d'années, qui a résisté à l'usure du temps, qui s'est consolidée au fil des alliances, une idée dont la pertinence n'a jamais été mise en doute, une idée qui, on peut dire, n'a pas de date de péremption, parce que le leadership collectif proposé, c'est un outil intemporel, une réponse toujours efficace aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes d'autant plus fiers de voir ce projet se concrétiser aujourd'hui. La santé publique, c'est fondamentalement l'action collective en vue de produire la santé. Ce pôle de santé publique nous offre un vecteur, une plateforme pour cette action collective. Ce pôle nous donne la possibilité de réinventer les partenariats en santé publique. Ce pôle nous permettra de produire de la synergie
en faisant converger les forces de nos institutions. Ce pôle nous permettra d'apporter de la valeur à nos institutions en inscrivant leurs actions dans un système de complémentarité, en créant ainsi un tout qui est plus grand que la somme des parties. Cette réinvention de l'action collective commence dans nos universités. Et c'est une grande satisfaction pour nous de voir que ce pôle rallie 9 des 13 facultés de l'Université de Montréal, mais aussi les autres universités du Québec. Je salue les collègues des autres universités ici présents. Notre promesse, c'est de transcender les frontières disciplinaires, de transcender les frontières institutionnelles, trop souvent trop étanches. Au-delà des universités, ce pôle de santé publique sera aussi un environnement de collaboration interinstitutionnelle, intersectorielle, mobilisant les partenaires gouvernementaux, les universités, les partenaires communautaires et la société civile. Ce sont autant de membres du pôle qui profiteront d'une plateforme pour développer des initiatives communes, faire progresser la mission de santé publique. Notre ambition pour ce pôle, c'est de créer un écosystème d'innovation unique qui stimulera les initiatives d'amélioration des compétences des praticiens de santé publique, un pôle qui créera de nouvelles capacités et possibilités pour les chercheurs en santé publique, un pôle qui facilitera le transfert des connaissances dans les pratiques et les politiques publiques. Pour ce lancement, nous avons l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un qui a misé au cours des 5 dernières années sur ce modèle de leadership collectif pour faire avancer une vision ambitieuse de l'Université de Montréal. Il a porté avec nous ce projet de concrétisation du pôle. Il s'est investi avec nous dans les diverses démarches. Je présente notre recteur, Daniel Jutras. Distingués invités, chers partenaires de la santé publique, chers collègues, je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'ai failli être avec vous cet après-midi en vidéo. Finalement, mon horaire s'est libéré. J'étais très, très content de voir que je pourrais me déplacer, mais je serai avec vous très brièvement parce que mon horaire s'est libéré pour une très petite fenêtre. Je dois retourner sur le campus principal pour participer à une cérémonie où on octroiera, le consul général de France va octroyer à 2 de mes collègues, Marie-Josée Hébert et Valérie Amirault, les palmes académiques. On ne peut pas vraiment manquer cet événement. Mais, malgré tout, cette petite ouverture dans l'horaire me permet d'être avec vous pour inaugurer le pôle de santé publique. Karl Hardy m'accorde beaucoup trop de mérite là-dedans. Je suis ce projet depuis mon arrivée, depuis presque 5 ans maintenant. C'est un projet que, comme le mentionnait Karl Hardy, l'Université de Montréal caresse depuis bientôt 20 ans, mais qui a changé de dimension quand le déclic s'est fait dans la tête de notre extraordinaire doyen de l'École de santé publique, quand il m'a dit, bien là, on va arrêter de se battre pour que tout le monde soit logé à la même adresse. C'est pas l'espace physique qui est important, c'est qu'on travaille ensemble à des enjeux de santé publique. Puis là, c'est devenu possible. Je pense que le travail s'est fait de manière beaucoup plus fluide grâce à ta vision, Karl Hardy. Je salue non seulement ton éloquence, dont on a pris conscience à l'instant, non seulement ta volonté de faire avancer ça, mais la vision qui anime le projet. C'est une vision qui n'est pas très loin d'engagement très profond de l'Université de Montréal pour tout ce qui touche la santé publique. Évidemment, comme vous le savez, l'Université de Montréal n'a pas attendu la pandémie de la COVID-19 pour prendre la pleine mesure de cet enjeu de santé publique. L'ESPUM existe depuis 2013, donc à un moment où probablement les citoyens et les citoyennes du Québec n'avaient pas encore mis sur leur radar des enjeux de santé publique, bien comprendre son importance pour le bien-être et l'essor de nos populations. À son ouverture en 2013, l'ESPUM a doté Montréal donc d'un formidable bassin d'étudiants et d'étudiantes ainsi que du plus grand regroupement francophone de chercheurs et de chercheuses en santé publique au monde. Il faut le dire parce que c'est une marque distinctive de l'Université de Montréal de s'être engagée dans cette direction et d'avoir mis à la tête de l'école des acteurs aussi visionnaires que le doyen actuel.
Aujourd'hui, cette force, elle se met au service d'un réseau qui rassemble les principaux acteurs du milieu. C'est l'occasion de célébrer cette jonction des forces, car s'il est un domaine où l'union fait véritablement la force, c'est bien celui de la santé des populations. Alors, Karl Hardy le mentionnait il y a un moment, il y a 4 ans, j'ai eu l'occasion d'accompagner le doyen. C'est lui qui faisait tout le travail. Moi, je m'assoyais, just sit down and look pretty. Je n'y arrive pas toujours. Mais je me suis assis avec Karl Hardy dans les conversations avec la plupart d'entre vous, en fait, ou vos prédécesseurs, pour convaincre les partenaires de s'engager dans la création de ce pôle. D'abord, au sein même de l'université. Et comme le mentionnait Karl Hardy, en plus de l'ESPUM, 8 autres facultés et écoles comptent parmi les membres fondateurs, ce qui fait du pôle l'un des projets les plus interfacultaires jamais lancés à l'Université de Montréal. On n'a pas beaucoup de projets comme ceux-là qui regroupent autant d'unités facultaires de l'université. On a également sollicité l'appui des grands acteurs de la santé publique québécoise. Je me réjouis de voir que ces personnes ont répondu à l'appel, tant dans le réseau de la santé que dans le milieu universitaire. La pandémie a mis en lumière comme jamais auparavant la vulnérabilité de notre système de santé et l'importance cruciale de prise de décision rapide en réponse à des crises comme celles que nous avons vécues tous et toutes. Et c'est à cette réponse aux crises futures que le pôle souhaite se préparer. Karl Hardy faisait une description beaucoup plus éloquente du mandat et du périmètre, des visées, des objectifs de ce pôle. Il va s'agir de miser sur une approche collaborative, de réunir les actions en formation, en recherche, en intervention en santé publique et de contribuer à élargir les lieux de concertation, mutualiser les ressources à tous les niveaux. Et je sais que cet effort grandira beaucoup. Et encore une fois, je salue le leadership du doyen Karl Hardy Dubois. Je salue aussi le leadership de mon prédécesseur Guy Breton, qui est avec nous aujourd'hui, qui, je sais, a participé à cet effort très, très important de placer la santé publique au cœur de l'Université de Montréal, mais aussi d'amener tous les acteurs du milieu de la santé publique autour de ce projet. Je remercie chaleureusement le gouvernement du Québec qui soutient déjà ce projet financièrement, qui y prend part activement, notamment à travers la Direction générale de la santé publique. Un merci tout spécial à vous, Monsieur Boileau. Vous avez appuyé ce projet dès le début. La première conversation qu'on a eue à ce sujet... il y aura beaucoup de parrains et de marraines de ce projet. Alors, je vous décerne le titre honorifique de parrain du projet. Mais je sais que vous l'avez appuyé dès le début. Et pour nous, ça a été un moment charnière dans l'avancement du projet d'avoir l'appui du Dr Boileau, dont je salue encore une fois donc la vision. Et je termine en saluant les panélistes d'aujourd'hui. Je pourrais, comme je l'ai mentionné en ouverture, pas pouvoir vous entendre cet après-midi. J'aurais aimé ça rester avec vous, mais je dois aller saluer et féliciter mes collègues qui reçoivent cet honneur aujourd'hui. Je sais que plusieurs des panélistes d'aujourd'hui sont diplômés de notre université, diplômés de notre école même, et ça c'est une source de très grande fierté, parce que je sais que tous et toutes font honneur au monde de la santé. Alors, en terminant, je voudrais souligner le travail admirable de Jacqueline Wassef, qui pilote ce projet avec un... Bon, là, ils m'ont mis une joke. Je ne sais pas si je vais la faire. Qui pilote... Là, je vous lis, ils m'écrivent des discours, puis là, je fais un peu d'ad-lib en général, comme je le fais maintenant. C'est toujours dangereux. Je sens ma directrice de cabinet s'inquiéter à l'instant. Je tiens à souligner le travail admirable de Jacqueline Wassef qui pilote ce projet avec un enthousiasme contagieux. C'est d'ailleurs la seule contagion autorisée ici. Pas sûr. En tout cas, ça va passer la rampe. Mais je sais qu'avec Jacqueline, on est entre bonnes mains. Je sais que le pôle sera piloté avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intelligence. Alors, je vous cède la parole et merci de votre accueil cet après-midi. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Là, vous voyez, pour les personnes qui me connaissent déjà, vous savez déjà de quoi le recteur vient de nous parler, la passion et l'enthousiasme. En fait, je suis arrivée au pôle de santé publique il y a environ 7 mois, puis avec quand même le gros défi d'assurer le déploiement du pôle de santé publique. Je suis arrivée, en fait, avec beaucoup d'énergie, mais aussi avec beaucoup d'attentes. Donc, j'avais mon doyen qui me disait, dans les premiers 100 jours, il faut faire de quoi?
OK? Il faut faire de quoi? Donc, on avance. Puis, même chose, mon principal bailleur de fonds. On veut de résultats. Puis là, on voulait les résultats. Donc, on a travaillé fort. Puis, en vous voyant aujourd'hui, en voyant en fait toute cette salle avec les acteurs en santé publique passionnés qui veulent, qui démontrent qu'ils veulent travailler ensemble, qui veulent le faire aussi autrement, je me sens vraiment fébrile et vraiment très reconnaissante. Puis quand on dit que le travail paye, puis voilà, là, je le réalise vraiment auprès de vous aujourd'hui. Puis peut-être, si je me permets, habituellement, on n'ose pas faire une petite correction. Le pôle, c'est tout le monde. C'est pas Jacqueline, c'est l'ensemble de tous les partenaires. Vous êtes là, c'est le pôle de santé publique. J'ai préparé une présentation, puis je vais peut-être vous parler, puis pas vraiment nécessairement répéter ce qui a été dit déjà, mais on le sait, le pôle de santé publique, c'est un cheminement qui a commencé en 2005. Puis quand je suis arrivée dans ce poste-là, j'avais juste la charte de gouvernance, puis quelques éléments sur l'histoire. Puis en lisant l'histoire, je suis le genre de personne qui est convaincue que l'histoire, c'est à la base de ce qu'on fait, puis qu'il faut la comprendre pour comprendre comment avancer. Donc, je me suis dit, avec cette histoire, qu'est-ce que je peux faire? Vous l'avez juste de côté droit, gauche de votre côté. Elle est là, l'histoire. Je vais vous inviter à la consulter pour aller comprendre un peu le cheminement de ce pôle, comment il a permis un peu à ces acteurs de se rallier, puis de se mettre ensemble. L'objectif, la conviction commune, tout le monde le voulait, puis tantôt on nous a rassurés. On veut travailler ensemble, puis on veut briser les silos. Puis on le répète, puis c'est comme rendu dans le langage courant, on veut briser les silos. Puis on a essayé de vous le dessiner, comment est-ce qu'on brise les silos. Puis j'emprunte de Dr. François Desbiens les 3 P, les portes, les passerelles et les ponts. Donc en dessinant, là, c'est la case que vous voyez, on voulait comme que les bâtisses aient de plusieurs formes, plusieurs couleurs, que les gens se parlent, même sur les toits, même à travers les fenêtres, devant les portes, dans les tables rondes. Donc on voulait s'assurer qu'on veut communiquer, on veut échanger nos savoirs, on veut savoir qu'est-ce que la main droite fait de la main gauche. Puis, ce qu'on veut aussi au pôle, c'est une gouvernance collaborative. Donc, en plus de nos membres fondateurs, donc tantôt on a parlé de la Direction générale de santé publique, la Direction régionale de santé publique de Montréal, l'Institut national de santé publique du Québec, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'Association pour la santé publique du Québec et l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail et les 9 facultés et écoles de l'Université de Montréal. J'ai vraiment le goût de vous en parler, puis je vais le faire pendant le réseautage, sinon ça va prendre plus de temps. Mais tout le monde s'est mis ensemble pour fonder le pôle, pour travailler ensemble. Donc, c'est une richesse collective qui fait que les institutions universitaires, elles travaillent ensemble avec les directions de santé publique, ensemble avec les centres de recherche, puis ensemble avec les réseaux d'expertise. Puis cet ensemble cohérent, qui va mobiliser une action collective pour trouver des solutions pour les défis de santé publique. On ne peut pas parler des défis de santé publique comme les changements climatiques, les maladies chroniques et j'en passe, juste en réfléchissant en solo. Il faut travailler collectivement pour être capable de changer puis de trouver des solutions. Puis c'est ce qu'on voit dans notre leadership collaboratif et une mobilisation collective. Donc, on a une assemblée des membres, puis plusieurs parmi les organisations qui sont aujourd'hui ici ont été invitées à participer à l'assemblée des membres. Notre mission elle est claire. Donc, on souhaite soutenir la coordination et l'intégration de la recherche, la formation et les capacités d'intervention. Donc, cette plateforme-là dans l'écosystème de la santé publique au Québec pour trouver des solutions innovantes, des projets structurants pour répondre aux grands enjeux de santé publique puis améliorer l'état de santé de la population. La mission s'articule autour de 4 types d'activités, donc des activités de maillage entre les partenaires, des recherches intersectorielles, interdisciplinaires, puis à la façon de laquelle on bâtit une maison dans son milieu. On veut travailler ensemble. Chacun va ajouter son grain de sel dans les projets de recherche sur lesquels on souhaite travailler. La formation et transfert des connaissances et la mutualisation des ressources technologiques. Les partenaires du pôle, ils ont réfléchi ensemble aux thématiques principales sur lesquelles le pôle souhaite travailler, qui va mobiliser l'ensemble des partenaires, qui en fait répondent aux enjeux principaux actuellement de santé publique. Puis ces thématiques principales, c'est la gouvernance métropolitaine pour les environnements urbains favorables à la santé,
l'adaptation au changement climatique, mettre en œuvre une plateforme d'expertise pour soutenir la prise de décision, la science des données pour créer les organisations apprenantes et l'adaptation du système de soins et le renouvellement des soins de proximité. Au-delà de juste parler de thématiques puis de thématiques principales, ce qui compte, c'est qu'on va travailler ensemble en interdisciplinarité, en intersectorialité sur ces thématiques-là pour qu'ensemble, qu'on ait une promesse, qu'on utilise notre intelligence collective pour améliorer la santé de la population. C'est ce que le pôle promet de faire. Donc, je vous invite à faire vivre ce pôle avec nous parce que la santé publique est un bien commun et parce que les solutions aux enjeux d'aujourd'hui et de demain se construisent ensemble. Alors, merci beaucoup pour votre engagement et bienvenue dans le pôle. Merci, Jacqueline. Je veux souligner que Jacqueline, c'est une personne qui s'est distinguée depuis son arrivée par son dynamisme, par son engagement, ses compétences multiples, mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est son entrepreneurship, son esprit entrepreneurial, et c'est un élément critique pour la réussite d'un projet comme celui du pôle de santé publique. Alors, pour le reste de l'après-midi, donc comment ça va être organisé? On va avoir 2 panels. Donc, le premier panel, on va discuter des grands enjeux, de certain nombre de grands enjeux de santé publique. Donc, on va avoir un échange là-dessus avec 4 panélistes. Et par la suite, dans le deuxième panel, donc, des partenaires du pôle, des gens impliqués dans le pôle, vont pouvoir échanger et nous parler de la place du pôle dans la réponse à ces grands enjeux contemporains et futurs de santé publique. Alors, Jacqueline et moi allons faire l'animation. Jacqueline, je t'invite à me rejoindre. Et pour le premier panel, tout de suite, donc, comment ça va s'organiser? Il y a 4 panélistes que je vais présenter rapidement. Donc, et que je vais introduire, inviter à prendre place. Donc, notre premier panéliste, c'est Dr. Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vous invite à prendre place. Oh, oui, n'importe. C'est moi. Notre deuxième panéliste, Dr. Caroline Quashtan, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue, professeure titulaire à la faculté de médecine de l'UDM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en prévention des infections. Notre troisième panéliste, Mme Carole Jabert, vice-présidente recherche, directrice scientifique, secteur santé du Fonds de recherche du Québec. Et notre quatrième panéliste, Mme Catherine Folich, qui est professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive et directrice de l'Institut de la santé et des populations des IRSC. Je vais me mettre de l'autre côté, ça va aller mieux. Alors, donc, dans ce panel, commence la chorégraphie, en quelque sorte, qu'on vous a préparée. C'est 2 tours de table. Dans le premier tour de table, donc on va poser, Jacqueline et moi, à tour de rôle, 2 questions à chacun des panélistes. Chacun des panélistes aura à répondre à 2 questions. Et par la suite, dans le deuxième tour de table, on leur donnera 1 minute, c'est un mot de clôture où ils pourront nous parler d'une idée, d'une proposition, d'un chantier à haut potentiel d'impact pour améliorer la santé des populations. Alors, je vais commencer tout de suite, et Dr. Boileau, donc c'est avec vous que je vais commencer pour la première question. En fait, avant qu'il commence, excuse, mais juste dire que, évidemment, c'est une joke que j'ai faite tantôt, là, que c'était mon idée. Juste au cas, là, parce qu'il y en a qui me connaissent moins et qui disent vraiment un peu. Mais c'était une joke. Voilà. Mais je pourrais en profiter pour vous dire aussi que je n'ai pas l'élégance de quelques autres ici, parce que mon agenda aussi s'est modifié, puis normalement, je ne devrais pas être habillé comme ça, je devrais être... Ouais, on te remercie d'avoir pu être présent malgré les circonstances. Merci. Donc alors, avant de poser la question, donc pour mettre en contexte, actuellement, on a un certain nombre de problèmes
Je ferai référence aux maladies cardiovasculaires, au cancer, à ce qu'on appelle les maladies du désespoir qui se traduisent par des suicides, overdoses, alcoolisme. Ce sont des problèmes qui imposent une lourde hypothèque sur la santé des populations. Mais on sait que ces problèmes trouvent racine dans des structures sociales, des structures économiques qui couvrent l'éducation, le logement, le revenu, l'environnement, le transport. Actuellement, votre ministère, le ministère de la Santé et des Services sociaux, pilote une vaste stratégie nationale gouvernementale sur la prévention en santé. Je ne vous demanderai pas ici de dévoiler le contenu de cette stratégie qui fait encore l'objet de consultations, mais par contre, on aimerait vous entendre sur la vision qui sous-tend l'élaboration de cette politique. Est-ce qu'on reste dans les fonctions traditionnelles de santé publique ou est-ce qu'il y a une volonté de transformation des structures sociales, des structures économiques, des déterminants qui affectent la santé des populations dans le cadre de cette nouvelle stratégie? Bien, merci d'abord de m'inviter, c'est très apprécié, puis merci de me permettre de vous parler un peu. Bien sûr, ce que je vais dire, c'est issu de d'autres cerveaux que le mien, ça va vous rassurer d'emblée. Et il y a des personnes ici qui sont des atouts pour nous permettre de bien réfléchir du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi de réfléchir en partenariat avec beaucoup d'autres acteurs. C'est d'ailleurs le propre de la démarche de la stratégie émergente, la stratégie nationale de santé publique, qui a connu un moment fort la semaine passée à l'occasion d'un forum qui réunissait plusieurs centaines de personnes à Québec et qui a été un moment qui nous a permis d'absorber beaucoup de nouvelles bonnes idées pour prendre les routes d'innovation. En même temps, le Québec, il est dans une disposition relativement avantageuse sur quelques points. Le premier, c'est que c'est pas nouveau qu'on s'intéresse aux déterminants sociaux de la santé. C'est pas le propre non plus uniquement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Si vous regardez l'agenda législatif et structurant des 30-40 dernières années, il y a eu beaucoup de choses de fait puis même avant ça, sur l'accessibilité à l'école, les garderies, la question de la loi pour lutter contre la pauvreté ou la réduire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Allez-vous-en pas, ça va être plus intéressant dans quelques instants. Et donc, on ne part pas avec rien, d'autant plus que du côté propre de la santé publique, la grande famille de la santé publique, il y a un programme national de santé publique qui est très structurant depuis plus de 20 ans, en fait, presque 25 ans. Il y a une loi de santé publique qui a disposé d'outillages qui permettent justement de réfléchir à l'intérieur du gouvernement pour accentuer l'action sur d'autres déterminants de la santé. Il y a la politique gouvernementale de prévention en santé. Mon collègue Horacio Arruda est ici. Il l'a soutenu au cours des récentes années, et même avant, bien sûr. Alors, il y a déjà un certain... C'est une instrumentalisation des instruments plutôt qui sont solides. En même temps, votre interpellation nous situe dans le contexte actuel. On le sait, il y a un bon momentum. Pourquoi? Parce qu'il y a une relative urgence d'agir. Vous entendez allègrement le fait que le système de soins, comme il est là, ne peut pas soutenir son évolution s'il continue à carburer avec autant d'argent chaque année. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dedans, mais qui peut changer aussi en dehors et notamment avant, pour améliorer l'état de santé collectif et peut-être dedans pour avoir des actions plus portantes de prévention et même de promotion de la santé. Il y a une question aussi de... c'est une urgence d'agir, mais il y a une question aussi que... il y a un grand intérêt politique à faire il y a un momentum de transformation, je ne dirais pas un intérêt politique, mais on est au cœur de transformation et on est capable de réussir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues. La science est assez révélatrice sur les leviers qui peuvent être mis à notre disposition pour changer pas juste des comportements, changer aussi des environnements, changer des politiques publiques, changer des systèmes qui vont influencer les choix des individus, parce que ça reste les leurs, mais les choix aussi qui vont être plus faciles pour plusieurs individus qui sont en situation de vulnérabilité. Il y a ce fil conducteur qui est très, très, très présent à l'intérieur du monde de la santé publique, mais qui est très contaminant. Là, vous avez utilisé ce mot-là. Et Dr. Drouin en est un bon porte-étendard ici à Montréal sur le désir de réduire ces inégalités sociales-là. Donc, ça fait partie de l'ADN de la santé publique et ça fait partie de la vision, vous nous demandiez ça, pour la stratégie nationale émergente. C'est oui, améliorer l'état de santé de la population, mais réduire les inégalités
parce qu'il en demeure, il en persiste, vous les connaissez, on n'a pas besoin de s'étendre trop là-dessus. Alors, la vision qui est portée, c'est une vision qui est compatible avec ça, mais il y a des défis. On ne contrôle pas tout, il y a des considérations des fois économiques qui sont au rendez-vous positivement ou moins positivement. En ce moment, ce n'est pas une façon très facile de faire. Et il y a d'autres aspects là, qui peuvent venir jouer en ligne de compte là, sur des agendas multiples, des fois qu'il faut trouver les moyens de croiser. Mais somme toute, nous sommes confiants que les idées en arrière de cette vision-là permettent des transformations et de l'espace d'innovation. Et c'est pour ça que le pôle de santé publique, pour nous, disons, un instrument, je vais le dire comme ça, ou un outillage qui peut être très pertinent parce que, justement, vous ciblez la même chose, des transformations, de l'innovation, mais au bénéfice d'une amélioration de santé. Donc, merci. Merci, Luc. Donc, on entend une vision de transformation. Donc, on a plusieurs témoins ici de cette vision de transformation. Donc, on a hâte de voir comment ça va se traduire dans cette stratégie nationale. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que les panélistes ont 3 minutes pour répondre à chaque question. On m'avait dit 30 minutes, puis j'en ai pris beaucoup moins. Jacqueline, à toi. Docteur Boileau, il y a toujours moi une question. Oui. Alors, vous êtes arrivé à la direction, à la tête de la santé publique au Québec, dans un contexte où on était au cœur d'une pandémie. Puis les institutions de santé publique ont été poussées, puis elles ont démontré une grande efficacité, mais aussi une vulnérabilité. Il y a eu des défis, il y a eu plusieurs rapports qui ont été rédigés, un apprentissage qui a été fait, des leçons qui ont été tirées. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces années après la pandémie, l'écosystème de santé publique au Québec s'est transformé? Si oui, comment? Puis s'il lui reste du chemin à faire, c'est quoi qu'il faut encore transformer selon vous en priorité? Bien, d'abord, s'il s'est transformé, oui. Il s'est transformé, bien, c'est-à-dire pas nécessairement structurellement. Là, les dispositions sont restées assez semblables, mais les pratiques ont changé. Puis les espaces collaboratifs ont beaucoup évolué pendant la pandémie. Donc, ce n'est pas un élément qui arrive après, il s'est plutôt forgé en cours de route et ça a été remarquablement positif. L'effort qui a été mené par à peu près toute la société, ça va de soi, mais si on ramène ça à l'espace dans la grande famille de santé publique, là, ça a été vraiment extrêmement exigeant, puis tout le monde a mis l'épaule à la roue, ça a donné de bons succès. Globalement, là, je pense que les gens le savent, mais si on se compare aux autres juridictions dans le monde, le Québec s'en sort comme la meilleure juridiction en termes d'effet sur la surmortalité, qui est l'indice le plus important quand on a à traiter une pandémie. Je dis la meilleure, là, il y a un petit peu le Danemark, la Nouvelle-Zélande, même si c'est une île, mais nous, on s'en est très, très bien sortis. Donc, on est très heureux de ça. Une fois cela dit, on a appris beaucoup, mais on apprend aussi avec le temps, parce qu'on craint toujours, Dr. Quach maîtrise le domaine plus que moi, là, mais on craint toujours qu'il y ait d'autres événements de la sorte qui arrivent. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des changements dans la société qui ont été opérés. Et là, il faut s'adapter à cela. La communication s'est avérée un atout en période de pandémie, mais il y a un apprentissage de part et d'autre et la population a commencé à être plus soucieuse de ce qu'elle se fait dire et moins généreuse de dire on peut nous dire n'importe quoi puis on va suivre. Il y a quelque chose là qu'on a vu apparaître et qui est visible dans certaines données, sur la vaccination notamment. C'est pas dramatique, mais il y a une question qui est là. Donc, un espace de torsion de l'information qui est maintenant plus disponible, plus avéré. Et il faut travailler en fonction de ça et apprendre. Il faut aussi apprendre, et c'est ce qu'on fait, à se préparer et à anticiper. Mais ce n'est pas juste des pandémies. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent nous atteindre. Regardez les effets de M. Trump et des politiques. Ça peut venir bouleverser nos capacités économiques, puis leur distribution, puis fragiliser beaucoup des populations déjà en vulnérabilité, puis accentuer ça ou en mettre d'autres à cet agenda-là. Donc, il faut être capable de faire de la bonne anticipation avec les différents collègues et de bien se préparer. Somme toute, ce qu'il faut aussi, ce qu'on a appris, c'est de pousser des capacités en analyse et analyse des contextes et des données. Également, de l'adaptabilité. On l'a vu, on citait Dr. Drouin il y a quelques instants, mais à Montréal, comme dans plusieurs autres régions, ils ont dû adapter beaucoup les stratégies qui n'étaient pas la même chose pour toutes les populations. Donc, il faut pouvoir générer des forces vives en adaptabilité et l'intensification de celles-ci
Là, des fois, il y a des fragilités financières qui nous tombent dessus, mais il faut quand même garder le cap vers une amélioration de nos efficacités, mais de capacité d'intensifier dans des moments qui comptent. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je retiens l'agilité, là, surtout être agile, puis être capable d'anticiper les crises sanitaires, puis de se préparer. Capacité d'analyse aussi, je trouve ça vraiment important. Puis la communication. Ben, merci. Merci. Docteur Quashtan, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et la prochaine question est au cœur de votre expertise. L'un des principaux triomphes de la santé publique au cours du dernier siècle, ça a été le contrôle des maladies infectieuses et on a profité pour cela de l'avènement de l'antibiothérapie, de la vaccination. Mais aujourd'hui, on voit de nouvelles maladies infectieuses qui émergent, mais aussi résurgence de celles qu'on croyait avoir contrôlées ou voire éradiquées. En même temps, il y a un recul de la vaccination, croissance de l'antibiorésistance. Est-ce que l'humanité risque de perdre le contrôle sur le contrôle des maladies infectieuses? Est-ce qu'il y a des armes? Quelles sont les armes que la santé publique pourrait utiliser pour reprendre le contrôle sur les maladies infectieuses? D'abord, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de faire preuve de synthèse, contrairement à Luc. Bon, le premier bout, c'était pas important. Continue. Je vais donc répéter. Je vais essayer de faire preuve de synthèse, contrairement au docteur Boileau. Mais en fait, c'est une excellente question. Ce qu'on voit présentement, c'est que tout ce qui se passe autour des maladies infectieuses, on le sait, a à voir avec les mesures qui peuvent être mises en place au niveau populationnel. Toutes les décisions qui ont été prises, par exemple, pour dire qu'on allait faire disparaître la rougeole, étaient des décisions qui devaient être prises par les États. Et à partir du moment où les États ne sont plus d'accord ou incapables de suivre les priorités que les États avaient mis en place, ça devient beaucoup plus difficile à ce moment-là d'avoir l'adhésion du public. Je pense que c'est en fait un moment pour la santé publique de se réinventer, mot à la mode de la pandémie, mais où il faut réfléchir autrement, c'est-à-dire que nous avons l'expertise, nous avons la science, il faut continuer à produire les données probantes, à évaluer les mesures qu'on met en place, mais il faut aussi réussir à ne pas se tenir en haut de notre tour d'ivoire. Je suis chercheur, fait que je peux parler de ma tour d'ivoire sans aucun problème, mais ne plus avoir cette façon de faire là où on est les experts et où on décide pour les autres sans nécessairement avoir la communication qui devrait y avoir à tout moment. Je pense que pendant la pandémie, on s'en est vraiment rendu compte. On avait l'impression qu'on prenait les meilleures décisions, mais on les prenait sur une base populationnelle, alors que certaines personnes nous disaient « Oui, mais tu sais, quand tu vas à Montréal-Nord, là, ce que tu dis là, ça fonctionne pas. » Puis ça fonctionne pas parce que ABC. Donc, il faut vraiment garder cette humilité-là, être capable de faire dialoguer je vous dirais, les dissonances, les discordances, pour avoir une vision beaucoup plus large. Je pense qu'il faut prendre en compte la parole citoyenne. Si on avait été capable de le mettre en place, probablement qu'il y a des décisions qu'on aurait prises de façon différente. Il faut clairement rebâtir la confiance. Là, on n'est plus capable de dire au monde « Allez vous faire vacciner parce que c'est bon pour vous ». Ça ne fonctionne plus. Il faut réussir à expliquer. Et je pense qu'il faut le faire il faut avoir cette discussion-là dans un cadre respectueux. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est capable d'être en désaccord de façon respectueuse. Et en bout de ligne, on peut quand même faire des recommandations. Je pense qu'il ne faut pas perdre ce rôle-là. Mais tout est dans une question de respect, de transparence de ce qu'on sait versus ce qu'on ne sait pas. Je vais évidemment revenir au Comité sur l'immunisation du Québec, qui a été ma vie depuis 2004, je pense. Mais dans ce comité-là, on est capable de mettre sur la table les avantages, les inconvénients. Peut-être qu'on n'est pas encore super bon pour le rendre digeste pour le commun des mortels, mais au moins on est capable de dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, et on prend évidemment en compte les valeurs des membres du comité parce que les décisions vont évoluer selon la valeur sur laquelle on mise principalement. En tout cas, elle n'a pas été plus synthétique que moi, certain. C'est parce que tu ne sais pas compter. Oui, mais
En fait, je retiens de votre réponse que même si vous êtes microbiologiste, médecin, votre réponse n'a pas été technologique ni biomédicale. Les armes que vous avez proposées, c'est dans... Elles sont humaines. C'est de la communication, c'est de la relation avec les citoyens. Tout à fait. Merci. Oui, puis en lien avec la communication, la question que je vous pose aujourd'hui, en lien avec votre rôle pendant la pandémie. Excusez, il me parlait, j'entendais pas. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Alors, vous étiez une actrice au premier plan pendant la pandémie. Entre autres, j'attendais votre apparition là, pour écouter les connaissances scientifiques vulgarisées auprès d'un grand public. Puis on trouve paradoxalement, maintenant, il y a un manque de confiance, une confiance qui s'érode dans la santé publique, un peu alimentée par la désinformation, un peu avec la polarisation, la croyance qui faiblit en lien avec nos connaissances scientifiques parfois, puis le questionnement de certaines personnes. Est-ce que c'est un environnement qui vous inquiète personnellement? Quelles sont les solutions sans devoir taire toutes les voix discordantes qui, quelque part, peuvent avoir des arguments valides? Mon Dieu, si j'avais réponse à cette question-là, Jacqueline, je serais prix Nobel. Hein? Ah oui! Allez-y avec votre inspiration. Il est vrai, c'est comme un enfant tannant à l'école. Mettez-le au fond, là, ça se peut pas. Mais en fait, vous avez raison. Oui, ça m'inquiète parce qu'on voit effectivement une polarisation des idées. Avec ce qui se passe au sud de la frontière, on ne peut pas prendre ça à la légère. En fait, je pense qu'il y a une libéralisation. On accepte de plus en plus ces propos violents et ces propos dégradants. Comme je vous le dis, je pense qu'on doit avoir des données probantes. Ça, c'est absolument nécessaire. Il faut être capable d'évaluer ce qu'on fait. Il faut être transparent dans les données. Mais je pense que là où on a erré un peu, c'est que pendant la pandémie particulièrement, on a fermé pas mal la porte à tout ce qui était discordant. Fait que je vais juste vous donner un exemple. J'ai été experte sur un panel au Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Puis vous l'avez vu, le professeur santé l'a dit, ils ont reconnu mon expertise en microbiologie, infectiologie, merci. Mais la violence qu'il y avait dans ces discussions-là, puis pas parce que ça voulait l'être nécessairement, mais parce que des gens qui auraient voulu être entendus ne l'ont pas été et qui se sont sentis complètement claquemurés pendant ces moments-là. Des gens qui avaient l'impression qu'il y avait certains éléments qui étaient plus importants pour eux que pour nous, qui disaient, moi, tu sais, je vois personne, pourquoi est-ce que je suis obligée de me faire vacciner? Pourquoi est-ce que le gouvernement m'oblige à me faire vacciner? Ces enjeux-là où on a été très directifs sont en train de nous sauter dans le front. Au Québec, on n'a jamais été en faveur d'une vaccination obligatoire et je pense que pour ça, on est peut-être un petit peu mieux placé qu'ailleurs, mais cette communication-là, elle doit avoir lieu. Il faut être capable de se parler, puis idéalement de se parler de proche, là, pas par caméra interposée. Et je pense que l'éducation va jouer un grand rôle. L'éducation qui doit commencer beaucoup plus jeune qu'à l'âge adulte. Je pense qu'on a beaucoup à faire auprès des enfants, la littératie scientifique, tous ces éléments-là qui permettent aux gens ensuite de comprendre les données, de les analyser correctement et de ne pas attendre une solution miracle là, qui va tomber du ciel. Merci beaucoup. Là, je retiens la transparence, la nécessité de la transparence de la santé publique, puis éviter d'être directif pour ne pas perdre plus de monde, puis la littératie. Merci, c'est très intéressant. Madame Jabet, au cours des dernières années, vous avez joué un rôle d'ambassadrice incarnant cette notion de santé durable. Cependant, quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, nos sociétés perpétuent essentiellement un modèle de développement, on pourrait dire, qui n'est pas durable, un modèle de développement qui épuise la biocapacité de la planète, qui surexploite les ressources, qui utilise dans le présent les ressources du futur. Est-ce que la voie de rupture que vous proposez avec la notion de santé durable, est-ce que c'est compatible avec nos modes de vie? Est-ce qu'on est prêt à accepter les transformations majeures et permanentes que cela nous imposerait? Et quels outils on a pour aller dans cette voie de rupture que vous proposez?
D'abord, merci de l'invitation. Je vais faire comme Caroline, ça va me donner 2 minutes. Je suis censée y avoir pensé, mais dit comme ça devient stressant. Je pense que je vais répondre à la partie de la question sur nos modes de vie, non pas comme personne travaillant au FRQ, mais comme personne citoyenne. Donc, je pense que de toute évidence, et je pense que je ne suis pas toute seule dans cette salle à penser que non, nos modes de vie ne sont pas alignés avec une notion de durabilité, puis que ce soit la durabilité de nos approches de santé ou que ce soit la durabilité de nos environnements et la durabilité de quelconque de nos systèmes. Puis je pense que ce qu'on en fait appartient à peu près à chacun, chacune. Donc je pense pas que l'idée est de positionner l'effort de recherche ou l'effort du décideur dans qu'est-ce qu'on va aller dire dans chaque foyer pour adopter des conditions de durabilité. En tout cas, on ne veut pas se mettre dans une position qui pourrait sonner moralisatrice de cette façon-là. Donc ça, déjà, c'est pas mal important. L'alignement, il n'est pas là. Puis je pense que ceux qui l'expriment le mieux, puis c'est peut-être ceux qui vont aussi nous aider à trouver un petit peu la solution, c'est pas mal les économistes, en tout cas ceux que j'ai entendus à date. Alors, il y a les économistes pessimistes qui disent qu'il faut arrêter de tout baser sur la croissance. Puis, c'est des discussions, petit contexte familial que je vais avoir avec mon conjoint. La décroissance, ça n'a jamais fait rêver personne. Là, puis, se dire que c'est ça qui va nous guider, je pense que les hivers vont être longs et les étés aussi. Donc, au modèle de décroissance, arrive un autre modèle et qui, lui, est intéressant pour la santé. Et je pense que c'est le shift qu'on peut essayer de faire. C'est celui qui va placer la santé non pas comme une conséquence de tout ce qu'on fait de pas bien. Donc, on fait ça pas bien, on mange pas bien, c'est pas bien pour notre santé. On consomme pas bien, c'est pas bien pour notre santé. On marche pas, c'est pas bien pour notre santé. Plutôt que de le voir comme ça, c'est de placer plutôt la santé comme une finalité, comme un objectif, comme si je vise la pleine santé dans une société, est-ce que j'ai à ce moment-là des gains à faire? Et puis, est-ce que c'est ça qui va pouvoir induire nos comportements? Donc, je dirais c'est peut-être plus ça qu'on essaye de faire. Maintenant, faut faire attention. C'est quand moi je fais ma job, que je me lève le matin, je suis pas la job de tout le FRQ puis de tous les secteurs. Ma job, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment est-ce qu'on doit orienter la recherche en santé pour contribuer au bien commun. Donc, quand je l'ai approché, puis quand la notion de santé durable est née au fonds de recherche, premièrement, c'était pour dire le fonds de recherche en santé, c'est pas le fonds biomédical. Donc ça, je l'ai répété sur à peu près toutes les tribunes. Puis pour nous, c'est super important. On n'est pas le fonds on va juste développer du curatif. Puis on en veut du curatif. On va tous continuer à tomber malades. Là, moi, je crois pas que demain matin, on mourra tous en bonne santé. Là, donc il faut continuer à développer des innovations diagnostiques, thérapeutiques, des soins, des services. Mais il faut aussi, et c'est là que le tournant qu'on a essayé de prendre, de dire toute la connaissance qui a été générée sur les déterminants de santé, il est largement le temps d'aller l'intégrer. Donc, quand on parle de santé durable, c'est pas la santé granola qu'on a dans la tête, celle que j'appelle granola, je vais manger mes fibres et ça ira mieux. C'est celle qui dit comment est-ce qu'on peut déployer un agenda de recherche qui va favoriser une durabilité de nos approches de santé, ce qui est un petit peu différent. Merci. J'entends par là, c'est un oxymoron, mais une forme de pragmatisme radical, dans le sens que on peut poursuivre une vision radicale, mais en y allant de manière pragmatique, en y allant de manière progressive et graduelle. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait... Ouais, puis là, je vais compléter, parce que si on cherche nos outils, puis je fais attention parce que je veux ménager les deux questions, mais je peux être super pessimiste en me disant on n'est pas à la bonne place. Il y a quand même des affaires qui me rendent optimiste. Puis, premièrement, le pragmatisme, puis ça, c'est peut-être l'avantage d'être un ingénieur, là, et non pas, j'allais dire un médecin, mais je ne veux pas me fâcher avec mes collègues à côté, qui sont très pragmatiques, Dieu merci, puis on en a largement besoin. Mais un ingénieur, ça pense comme en termes de gestion de projet, puis en termes de
de solutions. À la fin de la journée, il faut livrer le pont. Donc, il y a quelque chose comme ça, un petit peu dans mon ADN, mais c'est pas là que je m'en allais, c'est pas ça qui me rend optimiste. Ce qui me rend optimiste, c'est quand, l'année dernière, j'ai dû remplir mes objectifs vis-à-vis des objectifs gouvernementaux qui nous sont demandés. Ouais, Luc, tu dois faire cet exercice aussi à un moment donné, je te jure, on doit tous passer par là. Et il y a un des objectifs qui dit: que faites-vous comme gestionnaire, employé du gouvernement ou d'une société d'État pour contribuer à l'état de santé durable de vos concitoyens? Ben moi, quand j'ai vu cette phrase-là, j'étais contente. Pas parce que je pensais que j'avais fait une belle job, parce que je me disais, dans l'appareil gouvernemental, on est en train de décliner et de cascader une responsabilité qui nous impute à tous et toutes. Donc ça, c'est parmi les éléments d'alignement qu'on va aller chercher, puis qui sont dans votre question, il me semble que c'est un élément super important. Merci. Jacqueline. Oui, merci. Là, je vois que vous avez fait le lien avec l'agenda de recherche. C'est vrai. Bien, on veut parler des enjeux environnementaux qui sont un peu au cœur de la santé durable. Donc, si on pense aux catastrophes naturelles, au changement climatique, à la pollution industrielle, à la contamination des eaux, des sols, tous des enjeux environnementaux qui ont un impact sur la santé des populations, qui sont quand même, on trouve des solutions à ces enjeux dans différents secteurs, donc intersectoriels. Donc, comment est-ce que nos institutions de recherche en santé publique peuvent s'adapter pour exercer un leadership en lien avec ces enjeux environnementaux? Ça revient à votre agenda de recherche. Puis, je pense que vous avez déjà largement une partie de la réponse que je devrais donner sur les présentations que vous avez faites. Puis, je suis pas baveuse quand je dis ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans la façon dont le pôle santé se construit, il se construit avec une vision interfacultaire. Que peut faire une institution d'enseignement, de recherche, de génération de connaissances? C'est, s'il vous plaît, que tous les étudiants de toutes les facultés aient à un moment donné un cours 101 sur quel est leur effet à eux dans leur apprentissage, puis dans les individus de professionnels qu'ils vont être après. Comment peuvent-ils intégrer la notion de santé dans leur action? Puis ça s'apprend dans les bancs de l'université, et peu importe que je sois à l'ESPOUM ou que je sois à la faculté des sciences ou que je sois à la faculté des arts et lettres. Donc, prenez les étudiants puis exposez-les un petit peu à des notions de santé, santé publique, santé durable, intersectorialité. Donc ça, c'est comme... Puis moi, je serais ravie d'aller là. Puis je serais ravie d'aller là parce qu'après ça, on peut le travailler main dans la main. C'est, vous formez des étudiants, on soutient des étudiants dans des parcours de recherche fantastiques. Nos étudiants, on va mettre dans les curriculums qu'on attend cette même notion-là. Donc ça, c'est la première chose, puis j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. La deuxième chose, on parle beaucoup de recherche intersectorielle. Ça fait à peu près 6 mois que je suis en train de dire à tout le monde, je me méfie de ce vocabulaire intersectoriel. Il faut s'assurer qu'on comprend tous la même chose derrière. La recherche qui, je pense, moi, en tout cas, m'intéresse dans ce qu'on veut dire, y compris pour intégrer les enjeux d'environnement que vous dites, c'est une recherche qui est multi-acteurs. Donc, toutes les disciplines, je m'en fiche si elles sont à société culture, si elles sont à santé ou si elles sont à nature technologie, ça, c'est pas intersectoriel, c'est interdisciplinaire. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir les acteurs de la société civile, les acteurs décideurs, les entreprises qui ont un rôle économique aussi dans cet agenda de recherche. Et j'ai besoin que l'agenda se construise sur une façon multi-acteurs beaucoup plus tôt dans le processus. Donc, le deuxième vocabulaire que je pense que je vais m'attacher à défaire un petit peu, c'est mobilisation des connaissances. Là, mobilisation des connaissances, on y pense quand on a tout fini. Il faut y penser comme au début. Donc, je pense que c'est des choses que, en tout cas, je serais assez vigilante à aller regarder. Il faut faire attention parce que ça a l'air facile. Hein. Dit comme ça, c'est pas du tout facile.
Parce que ça devient l'arbitrage des... Pas l'arbitrage, mais ça devient le grand ensemble des co. On va faire de la co-construction, on va faire de la co-réalisation, on va faire du co, je sais pas quoi, c'est du covoiturage. Donc, les co, c'est très, très à la mode. Mais le problème, c'est que la responsabilité, elle peut pas être tout le temps co. Oui, on peut tous être co-responsables, mais à un moment donné, il faut accepter qu'un certain leadership s'exerce. Puis, vous l'avez mentionné, je ne sais plus qui l'a mentionné, je pense que c'était notre acteur, qui disait, ben, tu sais, il faut reconnaître un leadership mobilisateur, puis il faut que quelqu'un prenne le bâton, puis l'exerce. Donc, je ne suis pas sûre que ma réponse est toute complète, mais au moins, comme d'habitude, vous avez ce que je pense. J'avais retenu co-construction, mais j'ose plus le dire. Ça y est. Il est banni, le terme. On va aller avec le leadership mobilisateur. Bon, Kate, donc Est-ce que je peux rajouter une chose? Parce qu'il faut quand même que je dise à Luc qu'il fait quelque chose de bien. C'est une mini-chose, mais tellement importante. Oui, 10 secondes. On parle de la stratégie nationale de prévention en santé. Puis je pense qu'on sait tous que c'est un exercice super important, mais c'est vraiment un exercice super important. Puis c'est pas juste pour dire bravo Luc, c'est vraiment bien qu'on soit rendu là, mais c'est parce que c'est un exercice qui va nous donner un or commun, puis qui va aussi nous permettre de regarder c'est quoi les devoirs de chacun dans ça, puis s'apercevoir que ces devoirs-là sont distribués, mais on aura tous quelque chose à livrer par rapport à ça. Donc moi, je l'attends et j'espère bien qu'on va continuer à y contribuer. Elle est vraiment importante. J'espère que Luc a bien entendu. Oui, Kate, je vais... Je ne peux pas prendre la parole parce qu'à date, je suis celui qui a parlé le moins longtemps. C'est même pas vrai. Oui. Je vais vous ramener, Kate, à un autre enjeu donc, qui est au cœur de votre expertise, les inégalités de santé. Bon, on peut dire sans risque de controverse que la santé des populations, ça n'a sans doute, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été meilleur qu'elle ne l'est aujourd'hui. Là où le bas blesse, c'est que les gains qu'on a faits en matière d'amélioration de la santé, ces gains sont inégalement partagés. Donc, ça nous ramène aux questions d'inégalité de santé. Alors, la question que je vous pose, c'est comment les acteurs de santé publique peuvent contribuer à réduire ces inégalités de santé. Et surtout, nous parler, je sais aussi, vous vous intéressez à ça, comment les interventions de santé publique, comment éviter que les interventions aggravent ou perpétuent ces inégalités de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir mis en dernière parce que moi, je peux bâtir sur tout ce que le reste ont dit. Merci de m'avoir demandé 2 questions en 3 minutes. D'accord. Donc, il y a une chose, je débuterai avec la science sur les inégalités sociales de santé. On a beaucoup fait dans ce qu'on appelle la science des problèmes et moins dans la science des solutions. Puis là, je pense que la question qu'on a demandée à Luc, c'était plutôt autour de la science des solutions, autour des déterminants structurels. Je vais y venir. Puis le timing est incroyable. La semaine passée, j'imagine que la plupart d'entre vous est au courant, mais la semaine passée, le nouveau rapport mondial sur les déterminants sociaux de l'équité en santé de l'OMS est sorti. Puis ce rapport-là est le prochain qui suit le rapport de 2008. Puis là, je vais partager les 4 grands stratégies qui sont suggérées dans ce rapport-là, parce que je pense qu'ils nous guident sur le fait qu'effectivement, en gros, dans le monde, on vit plus longtemps, on vit mieux, mais on vit encore plus inégalement. Et il suggère les 4 choses sur lesquelles on peut agir et on devrait agir. La première des choses, c'est d'investir sur les infrastructures sociales et des services publics universels. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les inégalités économiques et l'accès insuffisant à des sources publiques de qualité telles que la santé, et ça, la santé, je veux dire publique les soins et de santé, l'éducation publique, la protection sociale, les transports et les logements doivent rester publics. J'inclus aussi eau et autres. C'est
important que ça reste comme ça si on veut améliorer la santé des populations et diminuer les inéquités. Ça, c'est la première des choses. Là-dedans, ils en parlent, puis je fais du pouce sur ce que Carole avait soulevé, d'un cadre qu'on appelle un cadre de bien-être, well-being economies. Et c'est une notion qui nous fait réfléchir à d'autres façons de réfléchir les économies, pas juste sur la consommation à l'infini, mais l'effet que l'économie a sur le bien-être et la santé comme outcome économique. Je pense qu'il y a beaucoup là, on en parle beaucoup à travers le monde et on va beaucoup en parler dans mon institut aux IRSC. Le deuxième, c'est de surmonter la discrimination structurelle. Là, qu'est-ce qu'on va dire par cela? Bien, c'est une discrimination systémique, que ça soit une discrimination sur la base de sexe, de race, de langue, d'ethnicité ou de classe sociale. On n'a pas fait encore pour battre ça, puis il faudrait qu'on le fasse même si on n'est pas une société raciste. Le troisième des choses, merci. Le troisième, c'est de gérer des défis, des opportunités posées par les grandes tendances qui sont, selon l'OMS, les changements climatiques et la transformation numérique. Et dans cela, il y a l'emphase qui est mise sur l'équité, l'effet inéquitable de ces changements-là sur les populations. On sait que, par exemple, les populations les plus démunies au Québec, au Canada, sont inégalement touchées par les changements climatiques. Il faut qu'on agisse là-dessus, non pas juste pour les populations, mais pour les plus vulnérables. Puis dans cela aussi, je mettrai l'accent, puis ils le font aussi dans le rapport, sur l'importance de ne pas se dire on ne peut rien faire pour mitiger les changements climatiques en santé publique si on peut. On peut par le transport public, on peut par les changements dans les systèmes agricoles, on peut dans plein de différentes façons, et je vais en parler pour les villes en santé, surtout au niveau municipal. On a plein de leviers. Et pour commencer, la quatrième chose, c'est la question de gouvernance. Puis là, on l'a vu pendant la pandémie, l'importance de mettre au centre de la gouvernance les organisations communautaires et les acteurs locaux. Et je fais du pouce sur ce que Caroline a dit, vraiment donner la place à ceux qui livrent énormément en santé publique et qui n'ont pas assez de voix dans les décisions qui sont faites. Pour terminer, je veux juste faire un petit peu du pouce encore sur Caroline et peut-être sur Luc, sur l'importance dans le futur de continuer à réfléchir à l'impact de nos interventions populationnelles sur les inégalités sociales. Et je ne vous critique pas, Luc, Mylène et d'autres dans la salle, sur ce qui a été fait pendant COVID-19, mais on a beaucoup appris sur l'effet inéquitable qui s'est fait sur les enfants du système public qui ont moins eu et qui ont payé le prix, sur les communautés racisées, etc. Donc, il y a beaucoup là à apprendre sur lequel on n'a pas eu vraiment le contrôle, mais on peut toujours faire mieux. C'est ça. Mais je retiens que notre monde est meilleur qu'avant, certainement, mais il peut l'être encore mieux si on travaille à réduire les inégalités. Et tu nous as parlé de 4 leviers dans ce rapport de l'OMS qu'on devrait consulter. À toi, Jacqueline. Bien, on revient sur la santé urbaine. Oui. La majorité, les populations en grande partie vivent maintenant dans les villes. Donc, ce qui amène plusieurs enjeux de santé, puis enjeux sociaux, environnementaux également. Là, je peux les nommer, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la pollution, le bruit, les violences, l'itinérance, la sécurité routière, j'en passe. Plusieurs enjeux. La santé urbaine, elle est ressortie comme un champ d'expertise, un mouvement social, puis on entend beaucoup parler de la santé urbaine. Quelle est la place de la santé urbaine dans la santé publique? Puis comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un leadership comme acteur en santé publique dans la santé urbaine?
Bien, merci pour la question. Puis en plus, je suis chercheuse en santé urbaine, donc Oui. c'est Ça tombe bien. c'est quelque chose qui est proche. Je veux juste mettre sur la table le fait que la santé urbaine n'est pas un champ nouveau. Hein. Tu sais, dans la Charte d'Ottawa de 86, qu'on va célébrer cette année, il y avait Villes et villages en santé qui avait été créé par l'OMS et qui est encore très, très, très pertinent. Puis qu'est-ce qu'il y avait au cœur de Villes et villages en santé? C'est la gouvernance locale, puis une gouvernance démocratique des citoyens pour améliorer leur santé. Et je pense que ça devrait rester au cœur de la santé urbaine et spécifiquement au niveau municipal, là où les gens vivent la santé. Puis je souligne la santé au niveau municipal parce que, et je regarde, Mylène, on en parle souvent, les villes sont devenues beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de responsabilités, et on danse autour de la responsabilité des municipalités d'être responsables de la santé. Et je pense qu'il y a vraiment une place importante. On a une chance de faire plus au niveau des municipalités et nos directions régionales de santé publique, d'avoir les gens qui siègent dans les deux, qui se parlent. Je sais que ça se fait à plusieurs niveaux, mais on peut faire beaucoup plus parce que les problèmes de santé publique sont les problèmes des villes. Et d'ailleurs, je souligne encore là un petit astuce que la santé urbaine n'est pas juste la santé des individus qui habitent dans les villes. C'est comment les villes produisent ou nuisent à la santé. Puis la santé publique a beaucoup d'idées autour de ça. Ça fait appel, effectivement, comme disait Carole, à l'intersectorialité, une vraie intersectorialité. Et on a beaucoup, beaucoup de force en santé publique autour de ça. Et je pense qu'avec tous les beaux acteurs dans le pôle, on peut faire énormément là-dedans. Merci beaucoup, Kate. Je me suis rappelée, en 2010, j'ai organisé la Journée mondiale de la santé. C'est le titre, c'était le « 1000 cities, 1000 lives ». Donc oui, on en parlait en 2010. Oui. Ouais. Alors, merci beaucoup. Là, je retiens que les villes comme productrices de santé, puis en même temps, un facteur qui peut nuire à la santé d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est très important d'avoir un rôle bien défini pour les villes dans la santé urbaine. Merci beaucoup, Kate. Et pour clore ce panel, je vais vous laisser à chacun une minute pour conclure. Donc, une idée, une proposition, donc un chantier que vous jugez à haut potentiel d'impact sur la santé des populations, dans l'ordre que vous voulez. Veux-tu commencer? Non. Oui, vas-y. Oui. Ouais. OK, d'accord. Une minute. Oui, 1 minute, 3 propositions. La première, c'est n'oublions pas que la santé publique et les changements se font pas juste au niveau individuel. Il y a toujours une pendant vers le choix individuel, les comportements des gens. Il faudrait vraiment aller en amont dans le futur. Point 1. Point 2. On peut mieux faire entre chercheurs et praticiens en santé publique pour travailler plus en appliquant, j'essaie de trouver le mot en français, embedded research. Donc, aller au-delà. Comment? Intégrer. Intégrer, oui, mais c'est pas la même chose. Imbriquer. Oui. Merci. Donc, des chercheurs imbriqués et pas juste comme les chaires de recherche, des appliqués. Et le troisième, c'est que notre système de santé, et là j'inclus la santé publique, devrait rester distinct du système de soins. Il faudrait vraiment qu'on protège notre système de santé et la santé publique pour la garder en forme. OK, ben je vais aller dans une complètement autre direction. Donc, c'est 3 souhaits peut-être, plus que 3 choses qu'on devrait faire. 3 souhaits, un qui appartient au monde de la recherche, puis probablement au monde des agences subventionnaires. Je pense que je vais me dire qu'on va avoir bougé, puis qu'on va avoir bougé le curseur
Le jour où santé durable, ce sera plus juste un document, un paragraphe connexe qu'on met dans les demandes, puis qu'on se demande ce que ça va en faire, mais que ça va devenir, puis partez pas en peur, mais un vrai critère. Et ce sera encore plus le fun le jour où ce sont des évaluateurs qui vont nous dire dans cette demande-là, je ne voyais pas la portée santé durable, la portée santé publique, le bien commun de la demande. Donc, non, c'est pas une proposition suffisante. Parce que là, on saura qu'on aura opéré un changement de culture et quelque chose de beaucoup plus embedded ou intégré ou imbriqué. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais. Ça vient avec un changement de culture de nos façons aussi de considérer quelle est la valeur de la réalisation et de la production recherche. Donc, je ne vous ennuierai pas avec les DORA, COARA, évaluation de l'excellence en recherche, tout ça, mais ça va avec. Il y a comme quelque chose dans la posture de changement à avoir. Ça, c'était point numéro 1. Point numéro 2, je reviens sur la stratégie, je te promets, la stratégie de Luc, la stratégie de prévention. Je voudrais voir une stratégie québécoise des sciences de la vie, puis une stratégie québécoise de recherche et d'innovation et d'investissement qui mentionne l'objet santé et comme étant une finalité. Je pense que là aussi, ce serait vraiment bien. Et on ne peut rien faire de tout ça si on n'a pas un accès aux données et un accès aux données multiples. Donc, il est largement le temps qu'on se mobilise pour arrêter les imbécilités qu'on peut encore voir de nos jours pour y accéder. Merci. Caroline? Bien, tout à fait d'accord avec Carole. Je rajouterais peut-être qu'il faut réfléchir à tout ce qui est une seule santé. Si on veut s'en sortir vivant, il faut que l'environnement, la santé animale et la santé humaine soient imbriquées, pas juste en disant que l'humain peut contaminer l'animal et vice-versa, mais vraiment avoir des approches à la fois en santé publique et en recherche où on se parle tous. Donc, vous pourrez dire à Hélène Carabin que je l'ai dit. Ça y est. Mais pour vrai, c'est hyper important. Et rajouter à ça toujours la parole citoyenne. Merci. Luc? Bon, la première des choses, très rapidement, c'est merci beaucoup, Jacqueline et Carl Hardy. Vos questions étaient pertinentes. Puis moi, je sors d'ici avec beaucoup d'informations riches de sens. Et qui nous montre qu'on peut toujours apprendre, bien sûr, mais c'était vraiment intéressant. Donc, merci aux collègues. Dans la salle, il y a les deux principales dirigeantes du système de santé publique au Québec, à partir du ministère, qui ont certainement bien entendu. C'est elles qui transportent beaucoup tout cela dans un avenir articulé sur une vision, mais aussi pour gérer ce changement-là. Fait qu'on était attentifs à ça. Évidemment, on n'est pas dans un air de refaire des structures là, en ce moment. On est plutôt dans un air de mobilisation puis de partage. Et la stratégie nationale de santé publique ne se veut pas un dispositif gouvernemental. Il se veut plutôt l'initiative d'un mouvement qui s'imprègne dans une impulsion pour la santé, ce que vous disiez, comment convertir ça, et qui donne un espace à chacun d'y participer. D'abord, chacun des individus, mais chacun des acteurs, chacun des organismes. Et on n'est pas rendu là. Quand ça va être largué, peut-être ça n'aura pas cette allure-là, mais on n'est pas dans la situation d'objectifs qu'on se donne. C'est plutôt des ambitions qu'on veut partager tout le monde ensemble pour les atteindre avec les différents leviers qui sont posés. Mais il y a une disposition culturelle en ce moment qui nous permet d'espérer de ce côté-là. Et la conjoncture, malgré tout, économique, nous propulse à dire il y a peut-être une solution qu'on a un peu trop négligée, là, puis il y a de l'espace. Puis il y a des gens ici qui connaissent bien ça, qui connaissent, on l'a mentionné, des solutions qui peuvent être mises à profit. L'important, c'est que la stratégie n'est pas une stratégie juste de santé publique. C'est une stratégie nationale de prévention. Bien sûr, ça transporte toute la santé publique dedans, mais ça nous amène dans quelque chose qui, espérons-le, va être un mouvement. Là, je ne veux pas faire de politique ni de créer une secte, là, c'est pas ça, mais d'un mouvement multi et large partenarial, comme ça a été induit à plusieurs égards, et on le voit, l'UQAM a développé l'Association de santé publique, toutes sortes de coalitions, mais il faut aller chercher un espace encore plus large et, c'est-à-dire s'inspirer de cela, puis pousser cette stratégie-là. Moi, je pense qu'il y a un bel avenir là-dedans, et ce n'est pas un point de repère qui va être au mois de juin, qui va terminer tout, ça va être quelque chose qui va démarrer quelque chose, qui va durer, espérons-le, longtemps, qui va nous amener ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est une bonne façon de conclure ce panel. Oui. On va remercier les panélistes.
Merci à notre premier panel. Puis, on est rendu dans notre deuxième panel. Désolée, on est un peu en retard sur notre horaire. Mais je retiens de Dr Boileau qui nous disait qu'on n'est pas dans une ère de changer des structures. On est dans la mobilisation et le partage. Puis le pôle n'est pas une nouvelle structure, il est là pour la mobilisation, il est là pour le partage. Donc le deuxième panel, il va nous parler du rôle mobilisateur en fait du pôle de santé publique pour mettre les acteurs ensemble, développer ensemble des solutions innovantes en lien avec certains projets sur lesquels on travaille et des projets futurs. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce panel avec Dr François Desbiens. Bonjour. Vice-président aux partenariats scientifiques et médicaux. Votre nom vous a suivi. C'était réservé. Puis je vais inviter nos panélistes aussi de venir s'asseoir ici. Dr Mylène Drouin, vous êtes la directrice de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Monsieur Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Madame Lynne Sauvageau, présidente et directrice générale de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail. Et Malek Batal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et professeur titulaire de l'Université de Montréal. Alors, on va essayer de contenir ce panel à l'intérieur de 40 minutes. Donc, on va vous inviter à répondre à 2 questions. La première question va être posée par Dr Desbiens, puis la deuxième va être posée par moi-même. Il faut essayer de contenir votre réponse à l'intérieur de 3 minutes. Là. C'était 4 minutes, puis j'ai changé d'avis. Ah, mais non, 4 minutes, allez-y avec 4 minutes. Puis on a été très chanceux parce que dans le premier panel, on a eu quelque chose d'extraordinaire en termes d'enjeux contemporains, diversifiés, que la société québécoise va vivre au cours des prochaines années. Et le pôle va avoir une responsabilité de faire une contribution spécifique, complémentaire à celle de chacune de nos organisations qui composent le pôle et qui existent pour d'autres organisations qui ne seront pas dans le pôle. Donc, on a un défi avec le panel de pouvoir, on vous questionne là-dessus, la contribution spécifique de votre organisation pour ce pôle. Toi, Mylène, directrice de santé publique à Québec. Non, pas à Québec. Ah, à Québec. C'est mon passé, ça. À Montréal, ça fait longtemps qu'on travaillait pour avoir un mécanisme de concertation comme celui qu'on a présentement, avec les enjeux qu'on a entendus. Une directrice de santé publique qui est responsable du plan d'action régional, des actions régionales à mettre en place en lien avec ces enjeux-là. Quelle contribution spécifique le pôle peut venir faire pour t'aider dans ton travail? Merci, François. Merci pour l'invitation. Alors, je vais essayer de... Puis le pôle, j'en entends parler depuis que je suis arrivée à Montréal, parce que c'était Richard Lessard qui avait, entre autres, été un des instigateurs. On a fait plein de plans là, pour être déménagé. Donc, je suis vraiment contente parce que l'évolution qu'on en fait, oui, c'est en lien avec le monde du travail qui a changé. Donc, on le fait virtuellement, mais aussi, on a élargi à des partenaires qui font en sorte que, réellement, ce pôle-là, moi, je le vois comme une façon de transformer nos modes de collaboration, parce qu'on en a déjà, puis la grande famille de la santé publique, on collabore déjà, on travaille déjà en réseau, mais je pense que là, c'est une invitation à aller beaucoup plus loin. Alors, le pôle Cossé ça donne pour une direction régionale de la santé publique dans notre pratique. Et je regarderai un petit peu, tu sais, quand on regarde l'étendue des partenaires qui font partie du pôle, puis évidemment, il y a des liens aussi qui vont se faire avec d'autres universités. On a des gens qui déterminent des orientations, qui influencent des politiques publiques, je pointe Luc. On a des gens qui sont des praticiens, on a des chercheurs et on a des grands instituts. On a des gens qui possèdent des banques de données importantes, qui déterminent des guides de pratique. Et c'est clairement l'alignement des forces de toutes ces personnes-là à travers différents leviers qui peut nous amener à faire face à ces grands enjeux-là qui sont très complexes, qui nous ont été bien énoncés. Pour moi, dans la pratique qu'on a à faire, c'est vraiment la perspective, si je regarde la perspective de recherche, c'est de la recherche appliquée, puis tout à l'heure, on l'a dit, intersectorielle.
Moi, j'ai la chance de travailler avec la CMM, mais aussi de travailler avec la Ville de Montréal. J'ai des statutaires à peu près mensuels avec le DG de la Ville. Il y a des villes comme Longueuil qui ont des scientifiques en chef. C'est quelque chose qu'il n'y a pas à Montréal. Souvent, quand on arrive à travailler avec la Ville de Montréal sur des questions qu'ils se posent en itinérance, en logement, en aménagement du territoire, Yann, tu travailles beaucoup avec la Ville, mais c'est beaucoup du bilatéral. On n'a pas réussi à l'intérieur de la gouvernance de la Ville de Montréal à la fois mettre ensemble nos données pour être capable d'aller plus loin, mais aussi de les aider à structurer le développement des connaissances pour les aider dans leur prise de décision. Donc, pour moi, le pôle devrait nous aider à avancer, non pas juste comme direction de santé publique seule, mais avec des partenaires qui peuvent apporter quelque chose au-delà d'un projet de recherche, un à la fois. Fait que ça, c'est une des choses que je vois. La deuxième chose que je vois, puis là, j'imagine que je dépasse mon temps, mais c'est pas grave. Luc le fait aussi. Non. La deuxième chose que je vois, on a beaucoup parlé d'école, d'école d'été, puis tout ça, puis ça, il en existe plein, puis on a eu une réflexion. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on amène, à travers des questions complexes, à développer, à amener nos équipes, parce que c'est pas moi qui fais la recherche, là, ensemble, à les animer pendant une semaine, à les amener avec des citoyens qui viennent, des partenaires puisque les décisions se prennent souvent dans d'autres secteurs, pour essayer de comprendre les besoins, les questions, et qu'à la fin de ces semaines-là, on soit capable de sortir avec des projets de recherche ou des projets, ou du moins un agenda qui nous amène à collaborer à plus long terme. Fait que c'est ce genre de projet-là que je vois, le maillage de banques de données, la mobilisation aussi en contexte d'urgence. Dans notre rapport post-pandémie, une des recommandations, c'était comment on peut, en amont, être capable de cibler des partenariats de recherche qui vont nous aider à avoir, on n'a pas le temps de le faire quand on est en urgence, là, à ce que vous puissiez entrer dans nos murs virtuels pour questionner nos banques de données, aller plus loin, nous aider à répondre à des questions en temps réel. Fait que moi, c'est ce genre de plus-value où je me dis, si on arrive à travailler autrement dans les prochaines années, c'est ça qui va faire le succès du pôle, c'est ça qui va être différent d'un centre de recherche ou de partenariat bilatéral. Et c'est vraiment de faire évoluer cette collaboration-là et de sortir même interfacultaire, mais aussi interuniversitaire pour résoudre ces questions complexes. Voilà, j'ai tout dépassé. Merci beaucoup, Mylène. J'en prends bonne note. Alors, je reviens sur un des projets, en fait, sur lequel on collabore déjà avec la Direction de santé publique. C'est sur les travailleurs étrangers temporaires. Puis, on sait que le recours à ces travailleurs-là, c'est une réalité au Québec. Puis, on connaît les enjeux en lien avec ces travailleurs, donc des enjeux de santé, des enjeux d'intégration, de protection de leurs droits aussi. Ils étaient 280 000 en 2024 au Québec. Alors, le pôle, il mène une concertation et une mobilisation actuellement avec ses différents partenaires, y compris la Direction de santé publique, y compris les RSST, les NSPQ et la Direction générale de santé publique, en lien avec la connaissance qu'il faut avoir pour essayer de trouver des solutions structurantes autour des déterminants structurels qui minent la santé des travailleurs étrangers temporaires. Donc, cette mobilisation, de quoi elle est différente des mobilisation précédente? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une telle mobilisation? Qu'est-ce que le pôle peut faire pour qu'on s'assure que finalement cette mobilisation, elle amène à une réduction des inégalités que ces travailleurs vivent? Concrètement, comment est-ce qu'on peut réaliser ça? Les travailleurs étrangers temporaires, puis nous, à Montréal, c'est beaucoup aussi des travailleurs d'agence qui sont la grande problématique. Puis mon prédécesseur avait fait un rapport annuel, pas un rapport annuel, mais un rapport du directeur sur les travailleurs invisibles. On le sait, ils sont plus à risque, plus de précarité, évidemment, plus à risque de lésions, d'accidents, etc. Mais derrière les recommandations qui sont toujours d'actualité, il y a des choses qui ont avancé. On est allé en commission parlementaire pour être capable d'avoir un registre des agences, être capable d'aller documenter certains risques, donner une certaine responsabilité aux employeurs, mais il manque énormément de données et de connaissances pour être capable de suivre aussi l'évolution de cette population-là en termes
de risque à la santé et d'être capable d'adapter nos programmes, entre autres en santé au travail, en lien. Puis là, il faudrait que mes collègues des autres régions qui ont des travailleurs temporaires agricoles soient aussi autour de la table. Donc, pour moi, ce projet, c'est un projet de recherche qui va nous amener, avec les SST, avec d'autres partenaires, évidemment, de chercheurs, à regarder comment on utilise nos leviers, notre connaissance terrain, mais notre connaissance, les banques de données, pour être capable de mieux comprendre ces réalités-là, mieux être capable de les suivre dans le temps et d'adapter nos pratiques, voire certaines politiques publiques pour protéger ces gens-là. Donc, c'est autant sous l'angle du santé au travail, mais nous, on travaille aussi toute l'angle des iniquités, de la précarité, parce qu'on n'est pas que travailleurs dans la vie. Donc, ces gens-là aussi, leur accès aux soins, leur accès à des services de garde pour aller travailler chez les femmes. Donc, toutes ces inégalités-là, c'est des questions qu'on doit poser en périphérie. Donc, pour moi, on part avec un programme de recherche, mais on va l'élargir probablement pour être capable d'aborder des questions plus complexes et d'être capable de couvrir l'ensemble du champ. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup. Nous, on ne suivra pas la ligne continue. On va aller directement avec toi, Lynn, pour la prochaine question. Le lien avec les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs d'agence, les grands enjeux qu'on a entendus tantôt, par rapport à la santé durable, développement économique durable, changement climatique, numérique. Il y a plein d'impacts de ces enjeux-là sur le milieu du travail. Tu diriges l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, l'Institut dont la seule mission, c'est la santé des travailleurs et la sécurité. Puis tu œuvres là-dedans, il y a des laboratoires de référence, il y a des chercheurs. De quelle façon le pôle, à l'égard de ces enjeux-là, puis des responsabilités que l'IRSST a, peut venir t'aider dans le travail que tu as livré? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très fière d'être là. Moi, je vais me placer dans l'histoire rapidement. Nous, on a approché Karl Hardy parce qu'au départ, on voulait se rapprocher physiquement. Bon, ce projet-là, il a été tenté longtemps, mais on voulait se rapprocher physiquement parce que, moi, je sens, puis il y a c'est presque un impératif de collaborer. On est, je dirais oui, un centre de recherche qui se consacre uniquement à la santé et sécurité du travail, mais on n'est pas les seuls à faire de la recherche en santé et sécurité du travail, premièrement, et on a une responsabilité à l'égard de, je dirais, la promotion de la recherche en santé et sécurité du travail. Donc oui, on fait de la recherche, on fait aussi, on s'assure à travers nos financements qu'on fait la promotion, c'est-à-dire qu'on veut, je dirais, faire en sorte que la santé et sécurité du travail, ça devienne aussi en partie l'affaire de tous quand ça peut l'être ou quand ça devrait l'être. Je reviens sur peut-être un petit peu plus ce qu'on vient chercher et ce qu'on peut offrir. Je le prendrai comme ça. Il y a évidemment justement le projet de recherche qui est la première initiative là, concrètement qu'on peut attribuer, commune, qu'on peut attribuer au pôle. Il est clair que nos chercheurs qui s'associent, ça leur permet je dirais, d'élargir leurs horizons, pas seulement de collaboration, mais le regard aussi. Quand on est dans un institut de recherche en santé et sécurité du travail, on est, je dirais, dans une logique où le travail ne fait pas la promotion de la santé. Hein? Le travail est un vecteur de lésions. De risques et conséquences. Et de risques et de conséquences. Et traditionnellement, l'IRSST a été créé, d'une part, en complémentarité avec le réseau de santé publique en santé au travail, très clairement en offrant ces services de laboratoire, puis en développant de la recherche très appliquée sur les besoins qui émergent au milieu du travail. On a pris une petite distance. Et le contexte dans lequel on évolue aussi est modifié maintenant avec la loi. Donc, on était traditionnellement dans les risques, je dirais, plus durs, là, chimiques, etc. Et on a dû s'adapter et s'ouvrir à des nouvelles considérations, les risques psychologiques, l'organisation du travail et la population, société et santé et sécurité du travail. Ça nous oblige à ouvrir notre regard
et ça nous amène à voir plus loin en complémentarité avec tout le monde. Je trouve qu'il y a une évolution très claire et un impératif pour nous de collaborer. Ce qu'on peut offrir, c'est bien sûr vraiment une complémentarité pour mieux faire la surveillance, mieux intervenir, je pense aussi, avec une meilleure compréhension, soutenir adéquatement les milieux. Il y a une autre organisation avec laquelle on le fait plus naturellement, c'est l'INSPQ, parce qu'on est très, je dirais, complémentaires. On a les mêmes partenaires, on a une obligation, je pense, là, dans le contexte actuel, je dirais, d'aligner les forces limitées qu'on a. Hein? On a un nombre limité de personnes pour s'intéresser aux travailleurs et travailleuses. Je pense qu'on a le devoir de travailler ensemble. Ce qui fait que pour l'IRSST, il y a à la fois, je dirais, c'est à la fois dans un mouvement interne, mais également, je pense, dans vraiment, pas une volonté, mais un impératif, je dirais, de s'associer, d'ouvrir le regard et d'aller plus loin ensemble. Merci beaucoup, Lynn. Oui. Je veux revenir un peu sur le projet de recherche sur les travailleurs étrangers temporaires. Puis on sait que les milieux de travail, c'est un des déterminants de la santé. Donc, on revient un peu à ce projet-là pour pouvoir se projeter ensemble. Comment est-ce qu'on peut créer, ou le pôle peut aider cette synergie-là qui se crée actuellement, puis qui s'appuie un peu sur les résultats de recherche que vous avez, puis un peu le travail de vos chercheurs pour développer au-delà de ce qui a été fait aussi, vos laboratoires, puis les autres partenaires du pôle. Comment cette synergie-là va favoriser de créer une dynamique de telle sorte à concrètement sur le terrain, on puisse améliorer les milieux de travail? Donc, quel sera l'impact ultimement d'une telle synergie, d'une telle mobilisation des différents partenaires sur les milieux de travail? Bien, je le reprendrai, l'idée qu'effectivement, on est dans une logique de santé durable. C'est clair, on ne peut pas isoler le travail du reste de la société. Dans notre façon de concevoir, je dirais, un grand nombre de problématiques qui arrivent dans les milieux de travail, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans la société. On pense à la violence, on pense à la santé psychologique, on pense à des enjeux qui sont, je dirais, présents de plus en plus. On pense aux inégalités, effectivement. Les travailleurs étrangers temporaires en sont un exemple. Donc ça, c'est clair pour moi qu'on a je dirais, une complémentarité qui devrait se développer vraiment vers de la concertation, puis de plus en plus vers une synergie. Je pense qu'on a un certain nombre de défis, cependant, que j'aimerais aborder. On a le défi de la mission, dans le sens où tout le monde, si on veut, il faut un peu, je dirais, utiliser ce qu'on a à la marge pour pouvoir innover. Donc, oui, il faut aller, pas nécessairement au-delà de la mission, mais il faut vraiment, je dirais, s'investir de manière créative dans notre mission pour faire ces ponts-là. On a aussi le défi, comme le disait Mylène, là, pas seulement d'arriver à se concerter au niveau de la gouvernance, mais le premier apprentissage, c'est de mettre nos équipes ensemble et leur permettre à eux de partager cette vision-là de synergie, de collaboration, puis vraiment apprendre à travailler ensemble de manière, je dirais, complémentaire ou concertée. Donc, et on aura probablement, à un moment donné, là, si tout va bien, des défis en termes de priorisation. Selon moi, on devra s'entendre sur les éléments ou les actions qui vont nous donner à tous un plus grand impact, et pour la population et les travailleurs, évidemment. Merci. Prochain panéliste, Thomas. Thomas, la SPQ. Ah non, avant la SPQ, on a entendu tantôt des éléments en lien avec agir local, participation des citoyens, communication avec ceux-ci, comme quoi que les inégalités sociales de santé sont toujours persistantes, puis on se questionne pour comment leur donner la parole. Le SPQ, à ma connaissance, puis tu vas en parler beaucoup mieux que moi, et l'organisme, l'ONG, l'OBSL, peu importe le nom, qui est fédérateur de pas mal toutes les organisations ONG qui s'identifient à la santé publique. Et vous êtes actif dans la mobilisation citoyenne, vous êtes actif dans le plaidoyer
c'est dans votre nature, puis vous le faites très bien. Ça, c'est mon évaluation. Le pôle, la contribution que ça va t'apporter dans ta mission et la contribution que tu pourrais apporter dans la mission des autres avec les enjeux qu'on a entendus tantôt, j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça. Merci. Oui, merci pour la question. Merci pour l'invitation également. Merci aussi, Calardi. Je me souviens de notre conversation à la création du pôle. On est arrivé un peu à la fin, en fait, un peu comme l'ensemble des organismes à but non lucratif la plupart du temps. L'initiative était déjà là et on s'est rencontrés, Calardi, t'en rappelles, hein, et puis on a demandé pourquoi, en fait, on n'était pas présent. Et c'est intéressant parce que c'est quand même très symptomatique en fait de plein de conversations qu'on a actuellement. J'aimerais revenir en fait sur la question de la confiance. Actuellement, il y a une perte de confiance envers le gouvernement, il y a une perte de confiance envers les médias, il y a une perte de confiance envers la recherche. Mais on n'a pas de perte de confiance envers un ami, envers une communauté, envers un individu qui est proche de nous. Et c'est à ça, en fait, que servent les organismes à but non lucratif, de manière générale, c'est-à-dire à faire le pont, à être une personne qui écoute, qui partage, qui mobilise, qui sensibilise, et puis qui fait remonter, en fait, de manière générale, plein d'enjeux à d'autres personnes. Alors, c'est un peu le rôle de la SPQ de manière générale, et puis je sais que parfois, en fait, notre rôle, il est un peu difficile, et on n'est pas forcément vu comme des personnes qui sont les bienvenues, la plupart du temps, parce qu'on demande toujours plus, constamment. Et c'est intéressant parce que la comparaison, en fait, peut se faire avec le milieu environnemental. En fait, nous, la SPQ, on demande plus en santé publique, mais on est chanceux en santé publique. Dans le milieu environnemental, il y a Greenpeace, il y a Suzuki, il y a Équiterre, il y a Nature Québec, il y a les Creux. En santé publique, on n'est pas beaucoup à demander plus. Par contre, ce qu'on voit au niveau de la SPQ, c'est qu'on est une équipe qui grandit, et ça peut être symptomatique, en fait, d'un intérêt accru de la population envers la santé publique. Alors, quand on nous a parlé, en fait, du pôle, plus particulièrement, nous, on a trouvé ça formidable parce que, premièrement, quand on est autour de la table, en fait, on est tous au même niveau. C'est très horizontal. Et justement, en fait, l'accès aux citoyens, l'accès aux organismes à but non lucratif dans une table où on peut parler à la fois avec des directions régionales de santé publique, le ministère, des personnes qui sont, en fait, dans le milieu de la recherche plus particulièrement, et des recherches qui sont très différentes les unes des autres, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. On voit en fait que les directions régionales de santé publique se tournent beaucoup plus vers une approche citoyen. On voit que le ministère de la Santé est en train de se tourner vers cette approche-là, mais le pôle, c'est un peu aussi en fait l'endroit où on peut se retrouver ensemble et où on peut parler de ces enjeux-là. Donc, c'est certain que comment on va l'utiliser, puis ça serait certainement une autre question un peu plus, mais comment on peut faire remonter en fait les enjeux qu'on voit sur le terrain, de notre côté, des enjeux qui sont en relation avec les thématiques qui nous tiennent vraiment à cœur. On parle des inégalités, bien sûr, on parle du vieillissement de la population, des changements climatiques, des relations avec les habitudes de vie, tout ce qui est en relation avec la santé mentale. C'est des endroits, justement, où on va arriver. On va parler également de littératie, de données, et c'est vraiment, en fait, le rôle de la SPQ, en fait, de faire émerger tous les constats qu'on voit sur le terrain, plus particulièrement. Merci beaucoup, Thomas. Puis en lien avec ta réponse, on le sait que les organismes communautaires sont bien souvent en première ligne à répondre aux besoins des populations vulnérables. Particulièrement, je suis vraiment bien sensible à leur œuvre puis au travail qu'ils font. Alors, je voulais voir avec toi pourquoi il est important que le pôle travaille main dans la main avec les organismes communautaires, puis comment faire pour qu'ensemble, on puisse faire émerger des solutions innovantes aux enjeux, aux réalités qu'ils vivent, en se basant aussi sur leur savoir. En fait, ça arrive en fait avec une autre conversation qui a été dans la première partie, qui est plus le rassemblement. Je sors de 2 journées du sommet de l'économie sociale, 1200 personnes rassemblées pour parler d'économie sociale. On était à Finances durables juste avant ça, 1000 personnes qui sont là pour parler de finances durables. On regarde au niveau des maladies, 1500 personnes qui se réunissent au Palais des Congrès constamment. Santé publique, le seul événement en fait où on s'est rassemblés, c'est l'événement en fait de la stratégie de la semaine dernière. Il n'y a pas d'événement à part les journées annuelles de santé publique qui sont des journées de formation où on se réunit véritablement, où on a pour mission ensemble en fait de réfléchir à notre avenir en matière de santé publique. Et puis c'est quand même consternant, hein, la SPQ, en fait c'est la raison pour laquelle on a lancé il y a 3 ans le sommet de la santé durable, c'est qu'on faisait le constat en fait que malheureusement on ne se rassemble pas en santé publique. Et on le fait pourtant en maladie et on le fait constamment. Et c'est là où justement en fait va tout l'argent, parce qu'on voit en fait qu'on n'a pas la capacité en fait à mobiliser tous les acteurs constamment. Donc
Ce qui est le fun aujourd'hui, en fait, c'est de voir qu'il y a une stratégie qui s'en vient. C'est intéressant de voir en fait qu'il y a un pôle qui est en train de se mettre en branle aussi et de voir en fait que les gens se disent on est à un changement de notre système de santé, on est à un changement en fait dans notre société où on est en train de considérer la santé pas forcément en fait comme une finalité mais davantage en fait comme un actif, comme une richesse plus particulièrement et qu'il faut qu'on travaille constamment. Et se dire en fait que justement le pôle est là pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là, que la stratégie va être là pour répondre à ces besoins de mobilisation et on espère en fait que la population va embarquer parce qu'au final en fait il faut que la population elle embarque. Donc le pôle il est essentiel dans cette conversation-là parce que c'est la pointe de l'iceberg de notre côté et puis il va falloir qu'on fasse descendre désormais en fait toute l'information auprès des communautés pour leur dire ça s'en vient, il faut qu'on travaille ensemble, on est à un moment charnière de notre système de santé, on est à un moment charnière aussi en fait de notre prévention de manière générale et j'espère en fait qu'à travers tous les acteurs qui sont autour de la table, notamment la SPQ, on arrivera à faire descendre tout ça auprès de la population pour qu'eux puissent l'utiliser et faire justement en fait les changements culturels desquels on a besoin. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Thomas. Malek, on a entendu plein d'enjeux particuliers et les inégalités sociales de santé ne diminuent pas. Il faut innover. Pour pouvoir innover, il faut être capable de documenter les éléments essentiels qui vont nous faire en sorte que l'innovation va être garante d'efficacité et d'efficience pour les objectifs que l'on a. Le monde de la recherche, vous êtes là, les professeurs-chercheurs, à faire en sorte de nous amener ces nouvelles informations-là. Malgré les efforts qu'on fait régulièrement, les inégalités persistent. Puis elles touchent plus durement certains groupes de nos citoyens. En tant que titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé, tu connais très bien tous les leviers pour activer, agir en amont. Comment le pôle peut t'aider, les chercheurs, à continuer d'innover pour qu'on puisse mieux intervenir? Puis comment le pôle peut aider les autres organisations à faire le lien avec vous, les chercheurs? Pour que ça soit de façon réciproque un win-win de situation. On aimerait avoir ton idée sur cette façon-là que le pôle pourrait être aidant dans les deux sens. Merci beaucoup pour la question. Merci pour l'invitation. Je dois reconnaître que j'ai un sentiment d'imposteur assez important parce que je ne suis pas impliqué directement dans le pôle, surtout sur ce panel-là. Et aussi, parler en dernier, ça veut dire que tout a été dit. Mais je vais quand même essayer. Comment est-ce que le pôle... D'abord, ce qui m'a beaucoup attiré dans l'idée du pôle, c'est ce bris de silo et aussi ce désir d'aller en amont par rapport aux problématiques. Et je dirais que pouvoir travailler en amont est très important. Quand on regarde les inégalités en nutrition, Kate a parlé des inégalités en santé en général. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on parle d'insécurité alimentaire, au Québec, on est les meilleurs au Canada par rapport à l'insécurité alimentaire en moyenne. Mais on n'est pas les meilleurs de loin par rapport aux personnes noires, on n'est pas les meilleurs par rapport aux autochtones, on n'est pas les meilleurs par rapport aux familles monoparentales. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que ces déterminants de base, déterminants structurels, on n'arrive pas à les faire évoluer, à les faire changer? Je pense que l'idée du pôle est intéressante parce qu'il y a plusieurs partenaires qui peuvent travailler sur ces déterminants structurels-là. Moi, je nous invite à aller encore plus en amont, en fait, parce qu'on a parlé d'agriculture, on a parlé de production, j'aimerais qu'on parle de territoire. Si on parle des problématiques de santé au Québec, on a beaucoup de problématiques de santé qui sont en lien avec notre alimentation. Je suis en nutrition, donc c'est un peu ma déformation professionnelle. Mais la relation est claire. C'est-à-dire que quand on parle de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, elles sont toutes en lien avec notre territoire. Pas simplement avec le choix des consommateurs, mais aussi avec le choix des politiques par rapport à qu'est-ce qu'on produit, comment, dans quel territoire, avec quel appui et quel manque d'appui par rapport à ça. Donc, je pense que le pôle peut aider dans ça. Puis, je reviens à ce que disait Mme Jabé par rapport
à travailler aussi à travers les disciplines, donc quoi qu'on l'appelle, moi j'ai du mal avec les termes, mais aussi regarder la complexité des problèmes avec une complexité d'action. Parce que, et on a du mal à vraiment complexifier notre action, parce qu'on comme chercheur, on dépend des fonds de recherche, on dépend des organismes qui vont nous financer. Et donc, on aimerait qu'il y ait reconnaissance à ces niveaux-là de la complexité des problématiques et de l'importance de la complexité des solutions. J'ai entendu aussi qu'on parlait de bien-être plutôt que d'économie, mais les questions économiques sont essentielles, et ce sont des choix de société qui vont dire: est-ce qu'on attaque, par exemple, les déterminants commerciaux de la santé de manière frontale? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur le radar de tout le monde par rapport à, justement, les questions de système alimentaire et avec quoi on s'alimente et pourquoi ces différences entre personnes issues de l'immigration versus non, quand il s'agit d'insécurité alimentaire, quand il s'agit de maladies chroniques, pourquoi est-ce que ces différences-là perdurent? Je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en fait, j'ai ajouté au questionnement, je pense. Merci, Malek. Je vais vous ramener un peu sur le projet Savoir, le projet sur la formation des nutritionnistes en matière de changement climatique qui est mené par le pôle de santé publique, puis qui vise à améliorer les connaissances, la formation des nutritionnistes en lien avec les systèmes alimentaires durables, l'alimentation durable et la santé, duquel vous faites partie à titre de scientifique. Dans ce projet-là, comment pensez-vous que le pôle peut l'amener encore plus loin? Comment est-ce qu'on peut bénéficier des expertises? Puis vous avez vu les différentes expertises au niveau du pôle pour amener encore ce projet encore plus loin. D'abord, merci pour ton leadership. Puis je vois qu'Éric Robitaille est dans la salle aussi. Merci. Donc, ça c'est un projet dans lequel je m'implique aussi pour utiliser une formation qu'on a montée sur le lien entre alimentation et santé de l'environnement dans une approche une seule santé pour sensibiliser les acteurs en alimentation et en nutrition sur les questions plus larges. Et il est grand temps qu'on en arrive là, en fait, qu'on arrive à regarder les choses dans leur, encore une fois, le mot complexité, mais aussi en amont par rapport à la production, l'impact de notre alimentation sur les changements climatiques, mais aussi l'impact des changements climatiques sur notre alimentation. Comment le pôle peut aider? Je pense que le fait que le pôle soit le porte-étendard de ce projet, c'est quand même très important. On va pouvoir atteindre des nutritionnistes et d'autres acteurs. J'aimerais qu'on puisse aller encore plus loin pour confronter les questions de déterminants commerciaux aussi, parce que ça, c'est en lien aussi avec toute cette question-là. Pourquoi on continue de polluer en produisant notre alimentation? Pourquoi est-ce que les modèles conventionnels sont ceux qui sont mis de l'avant? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les alternatives de manière sérieuse? On essaie de le faire avec des projets, que ce soit avec les Premières Nations ou bien à l'international, mais ça demeure des petits projets par rapport au changement qu'on doit atteindre. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe au sud de notre frontière. Le statu quo n'est plus là, en fait. Il est en train de changer devant nos yeux. Il y a une attaque contre la science qui se manifeste. Ça peut arriver chez nous aussi. Et donc, revenir vers un endroit comme le pôle où les données sont importantes, où la science est importante, c'est quelque chose de vraiment très précieux dans ces moments difficiles. Je veux dire, moi, je suis pas mal pessimiste, donc j'agis par pessimisme. C'est pas rassurant. Ouais, mais il faut bien reconnaître les problématiques. Et puis, je sais pas, qui pensait qu'il y a 4 ans, en Europe, on allait avoir une guerre qui perdure. Donc, on n'est pas à l'abri de ces changements radicaux importants. Et je pense que c'est en construisant une résilience au niveau du Québec avec ce genre de travail
je ne sais pas inter-quoi, mais je n'ose plus utiliser les mêmes mots. Mais vous comprenez que c'est ce travail qui n'est plus en silo, comme tu l'as dit au départ. Merci beaucoup. Merci Malek. Merci à nos panélistes pour vos interventions, puis pour vos réflexions autour de l'effet mobilisateur du pôle, son leadership collectif, puis comment, ensemble, on n'a peur de rien. Alors, merci beaucoup à nos panélistes. Il nous reste une petite activité, je vais vous inviter à vous asseoir. Il nous reste une petite activité, donc je vais laisser Jessica Lambert de Franchesse, conseillère au pôle de santé publique, vous expliquer un peu la suite. Vas-y, Jessica. Oui, donc merci Jacqueline. Bonjour à tous et à toutes. Maintenant, on va vous proposer une activité de co-construction. Et là, suite au discours du panel 1, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce terme, mais Madame Jabet, vous allez rien entendre. Donc, pour la prochaine activité, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à des projets qui correspondent à nos ambitions collectives. Donc, plus concrètement, ce qu'on vous propose, c'est un remue-ménage pour penser à des projets à développer ensemble, et ce, pour chacune des 5 thématiques structurantes du pôle de santé publique. Donc, dans le fond de la salle, là, vous allez voir qu'on a installé des panneaux. Et pour ceux et celles qui auraient besoin d'un petit rappel par rapport aux 5 thématiques structurantes du pôle, eh bien, on les a affichées sur les panneaux. Et en lien avec ces 5 thématiques-là, on vous invite à prendre un post-it et à écrire une idée de projet que le pôle pourrait réaliser conjointement avec votre organisation, mais tout en mobilisant d'autres partenaires aussi. Et quand vous écrivez votre idée de projet, ça peut être une initiative de recherche, ça peut être de la formation, ça peut être de l'intervention. L'idée, c'est vraiment de laisser libre cours à votre imagination. Et on ne sait jamais où des idées écrites sur un petit post-it, où ça peut nous mener. Donc, sur ce, je laisse la parole à Carl Hardy pour le mot de la fin. Donc, merci beaucoup. Merci, Jessica. Donc, vous avez sans doute hâte de prendre un verre, donc je ne vais pas trop tarder, mais je veux dire quand même un petit mot pour clore. Ce lancement, on pourrait le considérer comme une forme d'aboutissement, dans le sens aboutissement d'une idée qui a connu divers soubresauts. Donc, nous avons d'ailleurs reconstitué tous ces soubresauts, les jalons qui ont marqué l'évolution de cette idée. Donc, je vous invite à consulter les posters qui sont ici, qui sont exposés là-bas. Mais plus qu'un aboutissement, je dirais que ce lancement, c'est plutôt un début. C'est le début d'une vaste entreprise, une entreprise de réinvention de nos partenariats, une entreprise de démolition des silos, une entreprise de développement de projets communs. Je veux personnellement remercier les chefs de file qui ont été partie prenante de cette conversation ayant mené à aujourd'hui. Les chefs de file qui ont cru en ce projet, qui l'ont soutenu, qui s'y engagent. Je veux citer le directeur national de santé publique, la directrice générale de santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux, les PDG de l'INES, de l'INSPQ, de l'IRSST, la directrice régionale de santé publique de Montréal, le directeur de la SPQ, le recteur de l'Université de Montréal, les doyens et doyennes et bien d'autres. Ils ont servi de locomotive pour accélérer la concrétisation de ce projet. Mais ce que je veux surtout dire également, c'est que nous avons besoin de vous toutes et vous tous présents dans la salle pour poursuivre le chemin, pour réaliser ce projet collectif. Nous vous remercions de votre présence et nous prenons cette présence, votre présence dans cette salle, comme une forme
d'engagement à contribuer à ce projet. Donc, c'est maintenant le temps de réseauter, d'engager cette conversation que nous appelons de nos voeux sur la santé publique. Donc, place au cocktail. Et merci à Jacqueline pour l'organisation de ce... Merci. Juste un tout petit mot pour remercier l'ensemble des personnes qui ont collaboré et qui ont fait que cette journée vraiment soit une réussite. Puis honnêtement, tous nos partenaires ont collaboré d'une façon ou d'une autre. J'avais même des équipes de la SPQ, j'avais des équipes de l'IRST, SST en communication qui travaillaient avec nous. Donc, si nos projets réussissent, on est capable de réussir nos projets de la même façon qu'on a fait ce projet-là, le lancement du pôle, on est pas mal bon. Donc, merci Chantal Huot aussi de l'ESPOUM qui a vraiment travaillé avec nous, Noémie Boucher de l'IRSST, je ne veux pas oublier personne, Eva Ferret de la SPQ, Jessica Lambert de Franchesse. C'était un plaisir de collaborer avec l'ensemble de ces personnes. Puis voilà, le temps d'aller réseauter ensemble. Restez avec nous, regardez l'histoire ici, puis on va aller boire un verre ensemble. Merci.